Why get all your holiday decorations delivered through Instacart? Because maybe you only bought 2 wreaths, but you have 12 windows. Or maybe your toddler got very eager with the advent calendar. Or maybe the inflatable snowman didn't make it through the snowstorm. Or maybe the twinkle lights aren't twinkling. Whatever the reason, this season, Instacart's here for hosts and their whole holiday haul. Get decorations from the Home Depot, CVS, and more through Instacart and enjoy free delivery on your first 3 orders. Service fees and terms apply. En début d'après-midi, il y a quelqu'un qui vient sonner chez moi. J'avais pas de Judas à l'époque, j'avais pas de quoi vérifier. L'identité de la personne qui frappait chez toi, quoi. Qui venait sonner. Ouais, c'est ça. Mais en gros, j'ai jamais eu de problème avec personne, donc ça m'a jamais posé de problème. Voilà, donc j'ouvre la porte et c'est lui qui est derrière. Je vois que c'est lui, je cherche à refermer la porte sur lui. Chose qu'il laisse pas faire parce qu'il met son pied entre la porte et l'entrée, donc je peux pas refermer la porte. Donc il entre, il entre. Et là, je vois quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. Un regard noir, mais je m'en souviendrai ça toute ma vie. Un regard que je connais pas. Il crie beaucoup. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. L'histoire que tu t'apprêtes à écouter aborde le sujet des violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales. Je t'invite à l'écouter avec précaution et dans un cadre où tu te sens en sécurité. N'hésite pas à faire des pauses si nécessaire. C'est en l'écoutant jusqu'au bout que tu comprendras pourquoi Samia a voulu témoigner au micro de Crush. Salut Samia, comment vas-tu ? Ça va Marie-Charlotte et toi ? Très bien, merci. Samia, avant que tu me racontes ton histoire avec, on va l'appeler Monsieur, nous avons décidé de l'appeler Monsieur pour ne pas donner son prénom. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de Crush de te présenter en 5 hashtags ? Alors, mon premier hashtag que j'ai pas mis beaucoup de temps à sélectionner, c'est rêveuse. Pourquoi ? Parce que depuis que je suis toute petite, en fait, j'aime la musique, le théâtre. La Petite Sirène, par exemple, ça a été un de mes premiers crushs à la télé. Donc voilà, plein de rêves et plein de choses impossibles qu'on peut réaliser. Le deuxième, c'est Good Vibes, parce que on dit de moi que je suis drôle, aventurière, très empathique, donc très à l'écoute et très curieuse. Le troisième, il est un peu moins funny. J'ai mis Dark Side parce que j'ai toujours eu cet aspect en moi depuis toute petite, un peu mélancolique, un peu nostalgique, et puis vivante, j'ai mis aussi. Donc tout vivre à fond dans le bon comme dans le mauvais, tu vas comprendre dans mon histoire. Et puis le cinquième, croyante, donc les gens, la vie, la spiritualité sous toutes ses formes, la rédemption, les miracles, les coups de pouce de la vie, le karma, tout ça, j'y crois dur. Et puis voilà. Ok, super, merci beaucoup. Samia, est-ce que tu peux me dire en quelques mots dans quel environnement tu as grandi ? Dans quel environnement familial ? Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières dans ton enfance ? Ouais, j'ai grandi en région parisienne, du côté du 94. J'avais un papa très très dur, très difficile, issu de la communauté musulmane, et une maman athée de base, très 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 renfermée, très douce, mais qui se laisse écraser par celui qui crie un peu plus fort qu'elle. Ok. Donc j'avais l'impression à la maison d'être avec une petite chose à protéger qui était ma mère et un monstre qu'il va falloir affronter avec mon papa. Donc dans un environnement plutôt tendu, Oui. pas toujours aimant, Non. et dans lequel tu as dû un peu peut-être prendre des responsabilités un peu plus tôt qu'un enfant normal. Quand tu entres dans ta vie affective, j'imagine à l'adolescence, quelle vision tu as du monde et de l'amour ? Bizarrement, ça n'a pas eu du tout d'impact ce que je vivais à la maison à l'époque. Donc j'avais plutôt ce dont je rêvais dans les films, dans les dessins animés, c'est-à-dire le grand amour. C'était plutôt pour moi une quête d'aller chercher le bonheur qui se trouvait certainement à l'extérieur de la maison. Tu fantasmais quand même Oui.
la belle histoire C'est ça. et tu avais envie d'aimer. Ah oui, plus que tout. OK, peut-être pour réparer un peu, Peut-être, ouais. j'en avais pas conscience, Ouais. à ce moment-là, mais c'est vrai que l'impact n'a pas été du tout celui d'être enfermée et de penser que tout était malheureux. Au contraire, je me suis dit: «Dehors, je trouverai ce qui me manque». Est-ce que tu peux me raconter, au moment où tu vas rencontrer monsieur, quelle est la période de ta vie que tu traverses? Quel âge tu as et dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Alors j'ai 26 ans et j'ai la chance à l'époque d'avoir un duplex, de vivre dans un duplex. J'ai 26 ans, je suis célibataire, donc je fais plein de fêtes tous les week-ends chez moi et aussi j'organise les anniversaires de mes copains et copines très proches et c'était l'anniversaire d'une de mes meilleures amies, qu'on organisait à la maison où elle m'a dit, «Je vais inviter 2-3 mecs que tu connais pas» et il en faisait partie. Comment vous allez, connecter pendant cette soirée? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu te souviens quand tu le vois? Est-ce que tu te souviens de ce que tu penses à ce moment-là? Ouais, je me souviens absolument de tout. J'étais en train de préparer, à droite à gauche dans la cuisine et les gâteaux et les chips et les machins, les verres pour tout le monde et puis, ils sont arrivés entre-temps, où j'étais en plein rush de faire mes petites affaires et puis, je suis arrivée dans le salon, il était assis à côté de ses 2 potes et j'ai bloqué. J'ai bloqué complet. Je l'ai regardé, ça a dû durer 10 secondes, mais regarder quelqu'un 10 secondes quand on le connaît pas, ça c'est long. Je me suis dit: «C'est qui ce mec?» et de suite, j'ai eu envie de lui parler. De suite, je me suis imaginé une histoire avec lui. J'en ai parlé de suite, à ma copine, qui l'a fait venir à la maison, ouais. Qu'est-ce que tu trouves particulièrement attirant chez ce mec? Il est très souriant, mais il parle pas beaucoup. Un peu mystérieux? Ouais, un peu mystérieux. Il a l'air différent. Je sais pas pourquoi, mais il a l'air différent et il y a surtout quelque chose en lui qui me dit qu'il me ressemble, mais je saurais pas expliquer pourquoi. Est-ce que lui, il a une réaction face à tes actions à toi à Ah ce oui, moment-là? oui, oui, il a une vraie réaction, c'est-à-dire qu'il est gêné et du coup, moi, j'en profite alors que c'est pas du tout mon truc. Comme je le vois gêné, je me dis: «Je vais, tourner ça un peu, à la rigolade et en même temps lui montrer que je suis quelqu'un de très sûr de moi». Vu que je le vois un peu gêné, je me suis dit: «C'est peut-être comme ça qu'on va crever l'abcès». Bon, bah, ce que j'ai fait, c'est que comme il était assis confortablement dans un des fauteuils de mon salon, qu'il y avait plus de place nulle part pour s'asseoir, je lui ai demandé si ça le dérangeait pas que je m'assoie sur ses genoux. Ah ouais, direct. Ouais. Et il m'a dit, «Ben, si tu veux», on n'était plus des enfants, on a quand même enfin lui, il en avait, 29, presque 30 et moi j'en avais 26. Mmh. Tu te retrouves assise sur ses genoux. Je me suis retrouvée assise sur ses genoux, rouge comme une tomate. Il a Ouais. bien vu que c'était pas dans mes habitudes, ça l'a fait rire et je lui ai dit: «Bah, de toute façon, c'est chez moi, donc je m'assois où je veux». Ça l'a fait rire et puis, on a commencé à discuter comme ça et puis, après on s'est laissés durant la soirée mais, j'ai réussi à établir le contact que je voulais. OK. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, tu es tombée amoureuse déjà dès ce Oui, oui, début-là? mais je pense que je suis tombée amoureuse dès que je l'ai regardé. OK. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je pense que je suis tombée amoureuse dès que je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu vas entreprendre pendant cette soirée? Est-ce que vous allez, il va se passer quelque chose de particulier Non, entre vous? ça s'arrêtera là. Ça OK. s'arrêtera là. Je vais me lever, je vais m'occuper de l'anniversaire de ma copine, je vais m'occuper des invités, et cetera. Et puis, on va s'échanger 2-3 mots, qui n'ont rien à voir avec nous 2. Et puis chacun va rentrer chez soi. Est-ce que tu vas reprendre contact avec lui à un moment? Alors, moi, je ne reprendrai pas contact avec lui parce que l'ami, qui l'a emmené, chez moi me dit: «Il sort d'une relation très compliquée, il a eu des enfants et donc du coup, je pense pas que ce soit la meilleure des relations pour toi et c'est pas le bon timing, quoi». Il me met en garde en me disant: «Bon, je pense, quand bien même tu as eu, ce coup de foudre, il faut laisser tomber». Je l'écoute, sauf que lui me retrouve OK. sur les réseaux sociaux, vient discuter de temps en temps, sans du tout être lourd, mais vient discuter avec moi de temps en temps en me demandant, comment je vais, ce qui se passe dans ma vie et cetera. Donc on entretient une espèce de relation comme ça, à l'écrit sur les réseaux, sans jamais se rencontrer, ça va durer 6 mois comme ça. Ma mère m'annonce, qu'elle a un cancer. Du coup, je passe, la majorité de mon temps à l'Institut Gustave Roussy, hôpital, connu pour, la recherche sur le cancer. Il me dit: «Mais, ça doit pas être facile pour toi, si tu veux, un soir, je passe prendre un café avec toi en bas, on discute». Comment tu reçois cette proposition? Je dis oui de suite. Ça faisait longtemps, hein, que j'avais envie de le voir, mais il y a qu'à ce moment-là que je me le suis autorisée. Je pense OK. que j'avais besoin, d'une soupape. J'ai profité de cette occasion pour me dire que j'avais le droit à ce moment-là. Vous vous voyez, il Mmh. vient C'est un ça. soir à l'hôpital? C'est ça, il vient un soir à l'hôpital, il y a un petit parc, juste à côté, donc on s'assoit sur un tourniquet et on discute jusqu'à, le fameux bisou.
On s'est embrassés pendant, je sais pas moi, ça a dû durer au moins 10 minutes, sans se parler, comme si on avait eu une conversation, à travers, le bisou, quoi. Mmh. Oui, c'est vos corps qui parlent. C'est ça et de là, je n'ai plus réussi à m'en défaire. Je voulais être avec lui tout le temps. C'était mon aparté, de bonheur, dans un moment, qui était très, très, très difficile pour Mmh. moi. Ça va durer combien de temps? Ta maman, elle Alors ma maman, elle va partir au bout de 8 mois. D'accord. Ça a été hyper fulgurant et puis, lui du coup, ça va continuer 4 ans. Il a pris une place dans ta vie à ce moment-là. Ouais, ouais. C'était un moment aussi où tu traversais une période difficile Oui. et tu étais, j'imagine, en besoin d'amour et en Complètement. besoin d'affection et de soutien. Complètement. Est-ce qui t'amène ce soutien? Complètement. Alors déjà, il vient, ça peut paraître bizarre comme ça, mais il vient à l'enterrement de ma mère. Sauf que comme personne ne le connaît et que c'est quand même, voilà, une situation délicate, Mmh. il se cache derrière un arbre pour me montrer qu'il est là, sans que ça me pose problème ou que les gens me disent qui c'est, D'accord. et cetera. Mais il est présent juste pour me montrer qu'il est là. Toi, comment tu prends ce geste de venir sans te mettre mal à l'aise, en fait? C'est C'est ça, ça? En fait, il prend soin de la situation dans laquelle tu es. c'est ça. Comment tu le prends? Je crois que je tombe encore plus amoureuse de lui. J'en avais vraiment besoin qu'il soit là, mais en même temps, c'était très délicat de le présenter à ce moment-là. Donc, je suis encore plus en amour, quoi. Comment se développe votre relation? Est-ce que vous commencez à avoir des projets en commun? Est-ce que, tu le sens lui très engagé de son côté, très amoureux également? Est-ce qu'il te donne le change? Est-ce que tu Bah, es sereine? ouais, je le sens très amoureux parce qu'il passe, la majorité de son temps avec moi, enfin le temps qu'il a. Ça veut dire que moi, une fois que ma maman est décédée, j'ai arrêté de travailler. J'étais dans une période un peu compliquée. J'avais du temps que pour moi. Je m'étais un peu éloignée de forcément mon père, mes frères et sœurs. J'avais besoin de prendre un peu le large, vis-à-vis de ma famille pour, digérer et du coup, tout le temps qu'il pouvait passer avec moi, il le passait. Donc finalement, j'ai perdu ma mère, mais j'ai presque pas fait mon deuil comme il fallait parce que, je me suis raccrochée à cette histoire-là qui devait me relever vite. Il a été un peu ton radeau Oui, dans la clairement, tempête. clairement. Je me suis raccrochée à lui, pour ne pas sombrer, clairement. Et Voilà. lui, son comportement avec toi, tu le trouves, est-ce qu'il y a des moments où tu te poses des questions, ou tout est vraiment hyper facile entre vous? Bah, il y a des moments où je me pose des questions parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il sort d'une relation, avec une nana et qu'il a eu des enfants avec elle et qu'apparemment c'était compliqué. Il a jamais vraiment été sûr, même à ce moment-là, de savoir s'il allait se remettre avec elle ou pas. C'était fragile, mais en même temps, tout ça dans «mais maintenant que tu es là, tout change». C'est le discours qu'il avait. C'est le discours qu'il avait. Il savait plus, lui-même, il était un peu perdu parce qu'il savait plus, de par l'amour qu'il me portait, de par, cette rencontre, il était plus si sûr, qu'il fallait absolument rester avec la mère de ses enfants. D'accord, mais il habitait encore avec elle, par exemple? Non. OK. Il était séparé. Ouais, il était séparé. D'accord. Est-ce qu'il y a un événement particulier, quelque chose qui se passe entre vous qui, à un moment, transforme la relation en quelque chose que tu avais pas forcément prévu? Ouais, les premières disputes. Première dispute, faut savoir que donc à l'époque, je bois beaucoup. Je bois pas quand je me lève le matin, mais dès que c'est l'heure de l'apéro le soir, je bois. Alors j'essaye de mettre un petit peu de glamour là-dedans, c'est-à-dire que tu me retrouvais jamais, au bord d'un trottoir en train de vomir, toutes mes tripes, mais je le faisais dans des conditions où on allait voir des amis, où on était que tous les 2 dans notre appart, respectif et puis, on buvait pas mal, surtout moi et j'en avais besoin en fait Mmh. et un jour, il m'a fait la réflexion, «Tu vas pas aller très loin comme ça et tu te rends pas compte à quoi tu ressembles quand tu fais ça», et cetera et c'est arrivé d'un coup. Il y a pas eu la bienveillance de: «Tu te fais du mal, tu devrais arrêter, pourquoi?» C'est de suite, dans l'invective, quoi. Je comprends ce qu'il me reproche parce que je sais moi aussi que c'est pas une vie, mais bon, ça faisait là même pas 6 mois que j'avais perdu ma mère. Je me disais intérieurement qu'il fallait que tout ça change, mais j'avais pas encore trouvé comment le faire. Ouais. Ce que j'entends, c'est que tu avais sûrement besoin d'un vrai soutien à ce moment-là, et que quand quelqu'un est dans ta situation et boit trop, Mmh. en fait, c'est pas en lui disant, en jugeant la personne que C'est tu ça. l'aides. Et là, lui, c'est le comportement qu'il a. Qu'est-ce que C'est tu ça. te dis à ce moment-là? Comment tu prends ça? Tu te dis: «Ah, en fait, c'est pas celui que je pensais», ou tu te dis: «Il a raison», et Non, je me dis qu'il a raison. Je me OK. dis qu'il a pas les mots pour me le dire comme il faudrait. Ça a jamais été quelqu'un qui savait s'engager sur des longs discours de 4 heures. Je me dis qu'il a pas l'art et la manière.
mais qu'il a raison. Tu vas réagir face à ça? Tu vas boire moins? Tu vas changer ton comportement? Petit à petit, je vais boire moins et je vais me dire qu'il a raison et que même si c'était méchant, la façon dont il me l'a transmis, il a raison. Donc, je change petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres disputes? Pas vraiment. Plus de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce que tu comptes faire quand tu vas retravailler, etc. Comment t'envisages ta vie à venir. Est-ce que toi, tu te sens épanouie? Est-ce que tu te sens bien? Ou est-ce que, au-delà de la période difficile que tu traverses avec le décès et le deuil de ta maman et cette spirale un peu dans laquelle tu tombes, est-ce que toi, tu te sens soutenue? Est-ce que tu as l'impression que c'est un amour profond et sain? Pour moi, on peut être différent. Pour moi, il n'a pas forcément les codes dans tout. Mais oui, pour moi, c'est l'amour de ma vie et on va avancer ensemble. Et je ne sais pas du tout comment on va faire, mais on va le faire. Cette situation, elle dure combien de temps? Ça va durer à peu près 4 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une nana qui m'appelle, hyper sûre d'elle, en me disant qui est pour toi ce monsieur, justement. Parce que moi, ça fait 8 mois que je suis avec lui et on compte emménager ensemble, etc. Ouf. Vous habitiez pas ensemble? Non. Ok. Et vous vous voyez hyper souvent? Hyper souvent. Il était souvent chez moi. Comme il avait des enfants, c'était un peu compliqué de mélanger les familles. Mais il était très, très, très souvent à la maison. Et on avait nos appartements respectifs. Donc là, tu tombes complètement dénue, en fait, quand cette nana t'appelle. Complètement. Comment tu réagis? J'étais au travail. J'avais repris, bien sûr, un travail depuis. J'étais au boulot. J'allais terminer. Et je l'ai écouté jusqu'à la fin en lui disant, j'ai gardé un sang-froid que je m'explique toujours pas aujourd'hui, où je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, moi je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est qu'on se rencontre et qu'on lui propose de faire partie de cette rencontre pour mettre les choses à plat. Mais je pense que c'est un espèce d'automatisme. J'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça. C'est sorti comme ça. Il me fallait des réponses. En même temps, j'étais hyper choquée. Ouais. Mais j'avais besoin de savoir qui était cette personne qui me disait que l'amour de ma vie, c'était le sien. Surtout quand elle m'a dit, moi, quand on est ensemble certains soirs et que je vois ton prénom s'afficher, il me dit que c'est son ex qui ne veut pas le lâcher, qui est un peu folle, qui a eu une histoire difficile et qui a du mal à se défaire de lui. Voilà. Donc, j'imagine ce qui te disait lui avec son ex. La première ou pas? Plus ou moins. Elle va avoir lieu, cette rencontre à 3? Elle n'aura pas lieu parce qu'elle me dit, je peux pas lui faire ça. C'est elle qui me dit, je ne peux pas lui faire ça. Ok. Du coup, je raccroche. Je casse le bureau dans lequel je travaille. Ok. de violence. Je pense qu'il y a de la violence sur 4 ans qui est sortie là. Et puis ma collègue qui m'a dit, on arrête tout, tu rentres chez toi, je vais te raccompagner et puis on va en discuter. Et puis tu vas voir quelle disposition tu dois prendre. Tu l'entends, ta collègue, quand elle te dit ça? Non, mais elle me suit. Ok, bonne collègue. Ouais, super bonne collègue. Elle me suit, elle prend ses affaires, on ferme et puis elle m'accompagne chez moi. Dans quel état d'esprit t'es, en fait? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce que... Enfin, je me demande si c'est vraiment le même mec. Après, elle m'a donné trop de détails pour que ce soit pas le même mec. Voilà, elle en savait trop. J'ai la colère. La colère qui se monte par fierté parce qu'en fait, j'ai du chagrin. J'ai énormément de chagrin. Je pensais qu'on avait une histoire difficile, mais que là-dessus, c'était clair, quoi. Vous alliez aller de l'avant et puis que c'était moi qui l'aimais et que ça... Quand bien même, et peut-être j'aurais pu envisager des histoires passagères lors d'une soirée, je suis pas rentrée à la maison, j'ai trop bu, enfin... Ça, il te l'avait déjà fait? Ouais, mais c'est des choses que... Enfin, il me l'a pas non plus fait 20 fois, mais c'est des choses que j'ai pu accepter. Ok. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi t'as accepté ça? J'avais l'impression que je me devais d'accepter ça, si je voulais le garder. Et que j'avais pas forcément la posture de quelqu'un qui pouvait se permettre de ne pas accepter ça. C'est bizarre ce que je dis, hein. Pas parce que je suis pas assez jolie ou parce que j'ai pas une situation financière assez correcte, non. Juste parce que j'ai une histoire compliquée, difficile, que peut-être ça a pas toujours été facile de gérer. Et du coup, je me dis que peut-être il avait besoin de temps en temps d'une soupape, d'autre chose. Je me l'expliquais comme ça. Tu rentres chez toi ce soir-là avec ta copine? Ouais. Je m'effondre en larmes, chose que j'avais pas faite depuis la sortie du bureau. Je m'effondre et je prends mon téléphone et je l'appelle. Ouais, tu te confrontes au truc. Ouais, de suite. Ouais, franchement, je vois pas comment tu peux faire autrement que de l'appeler, non. quoi. Non, je l'appelle. Très, très calme. Je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai eu... Jacqueline, au téléphone. Pardon pour les Jacqueline. Pardon pour les Jacqueline. Il y en a plein des biens, en plus. Ouais, donc voilà, Jacqueline m'a appelée. Jacqueline, c'est-à-dire... Ça, c'est lui qui dit ça. Ouais.
Je dis: «Non, on va pas jouer à ça quand même». J'ai dit: «Tu peux avoir au moins, le respect syndical là, juste pour me laisser parler et te dire où est-ce que je veux que ça aille tout ça». «Non, mais alors d'abord on va s'expliquer». Je dis: «Non, c'est à toi de m'écouter là. Moi, je ne veux plus jamais te voir. C'est-à-dire que tu as des petites affaires à droite à gauche qui traînent à la maison. Je vais te les ramasser, je vais te les mettre dans un sac, je vais te les faire parvenir et c'est terminé. Laisse-moi au moins ça, c'est fini. Je veux plus te voir. Tu m'as trop trahi, c'est trop de chagrin pour moi, je peux plus. Donc on arrête là et on n'en fait pas des histoires». «Mais non, tu peux pas faire ça, je t'aime trop, nous 2 ce sera jamais fini». Je lui ai dit: «Ouais, c'est ce que je croyais aussi, mais là c'est pas possible, je ne peux pas. Donc au revoir», et j'ai raccroché. Ce qui te blesse là-dedans, c'est qu'il t'a menti. C'est Ouais. pas que forcément qu'il ait eu une histoire ou les Bah, 2? ce qui m'est menti et que ce soit une histoire, que ce soit pas un plan cul. Ouais. C'est une histoire de 8 mois. C'est une histoire où tu as passé des soirées avec elle, ça veut dire que quand tu me disais que tu étais peut-être probablement avec tes enfants, tu étais avec une autre femme. Enfin, je veux dire, ça veut dire que tu as trouvé des stratagèmes pour me mentir, que tu as fait croire à une autre femme ou peut-être que tu y croyais toi aussi, que tu l'aimais et tu l'as laissé t'aimer en retour. Enfin, c'est tout ça. Est-ce qu'il accepte ce que tu lui dis, la rupture? Non, du tout. Mais moi, derrière cet appel, j'ai raccroché. Je me suis mise sur répondeur. Le lendemain, j'ai changé de numéro de téléphone et j'ai bloqué tous mes comptes sur les réseaux sociaux pour qu'ils ne puissent pas me joindre. Est-ce qu'il va réagir d'une certaine manière? Qu'est-ce qui va se passer après Ouais, ça? il va contacter des amis. Bah, on avait des amis en commun, du coup, donc il va contacter des amis qui vont m'appeler, qui vont me parler, qui comprennent, hein, pour la plupart, que je veux pas en entendre parler, mais qui veulent me dire voilà, lui, apparemment, il est au bout de sa vie depuis. Donc, est-ce que tu veux pas juste l'entendre, trouver un rendez-vous pour que vous puissiez vous parler sur un terrain neutre et puis que au moins vous vous disiez si c'est les dernières choses que vous avez à vous dire, ben le faire quoi. Et il en était hors de question pour moi. Il y avait rien qui pouvait expliquer de toute façon ce qu'il a fait. Hormis qu'ils me disent que c'est pas vrai. Mais ça l'était. Donc Tu continues ta vie? je continue ma vie sur 2 semaines. 2 semaines plus tard, le week-end arrive, je fais une soirée à la maison avec des amis qui restent, jusqu'aux aurores, quoi. Et puis, tout le monde s'en va et en début d'après-midi, il y a quelqu'un qui vient sonner chez moi. J'avais pas de Judas à l'époque, Ouais. j'avais pas de quoi vérifier, L'identité de la personne qui frappait chez toi, quoi. Qui venait sonner. ouais, c'est ça. Mais en gros, j'ai jamais eu de problème avec personne, donc Mmh. ça m'a Mmh. jamais posé de problème. Voilà, donc j'ouvre la porte et c'est lui qui est derrière. Je vois que c'est lui, je cherche à refermer la porte sur lui. Chose qu'il laisse pas faire parce qu'il met son pied entre la porte et l'entrée, donc je peux pas refermer la porte. Donc il entre, il entre. Et là, je vois quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. Un regard, noir, mais je m'en souviendrai ça toute ma vie. Un regard que je connais pas. Il crie beaucoup en disant, «Oui, tu penses que tu vas me la faire à moi, si t'arrives, une histoire comme la nôtre, si t'arrives à t'en défaire comme ça d'un coup et de tout changer, de changer tes serrures, de changer ton téléphone, comme ça, c'est que t'as certainement une histoire toi aussi». OK, donc il retourne la situation. Ouais, alors je m'y attendais pas du tout à ça. Je le regarde un peu interloqué, genre: «Tu te fous de ma gueule?» Et en même temps, j'ai peur un peu parce que il est pas comme d'habitude. Mmh. Il est pas lui, il est pas la personne que je connais. Et de là, comme je le regarde un peu avec un air de: «Tu es complètement con», enfin, là, il commence à me frapper. Et il commence à m'attraper les cheveux, à me jeter sur le canapé, «Et tu vas fermer ta gueule et c'est moi qui vais parler maintenant, tu m'as laissé 2 semaines, dans l'absence, c'est moi maintenant qui vais établir les règles du jeu». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je sais pas. J'ai un blocage complet. J'ai du mal à respirer. Je pleure, mais je sais pas comment réagir. Mais je sais que il faut pas que je sois celle que je suis d'habitude. Je suis pas quelqu'un qui se laisse faire. J'ai une grande bouche. Je sais dire quand ça va pas. Et là, j'ai plus toutes ces armes. Je me retrouve face à quelqu'un où je me dis, il faut que je trouve un moyen de partir d'ici. C'est tout. Alors qu'on me parle d'un mec que j'aimais plus que tout. Mais là, j'avais pas cette personne-là en face de moi. Et je lui ai dit: «Je sais pas ce qui se passe dans tes yeux, je sais pas ce que tu as pris, je sais pas ce qui s'est passé, mais je te reconnais pas, arrête». Et je crois que c'est le mot que j'ai répété le plus avant que je réussisse à m'enfuir, c'est: «S'il te plaît, arrête». Et du coup, bah, ça n'a pas arrêté. «Ah bah, tu veux toujours pas avouer? OK». Donc il m'a traînée le long de mon appartement. Il m'a foutue sous la douche, eau froide, eau gelée pour me faire reprendre mes esprits peut-être. C'est ce qu'il disait, hein. Pour peut-être que je retrouve un petit peu, le pourquoi c'est si facile pour moi de le quitter. Il a fouillé mes poubelles en me disant qu'il savait que j'avais passé une soirée avec des amis, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait des capotes dedans ou autre.
Il m'a versé la poubelle sur moi, tout en essayant de me déshabiller. Donc, il m'a arraché mes vêtements parce que j'essayais de pas me laisser faire. Il a essayé de m'arracher mes vêtements pour savoir s'il y avait des restes de sperme dans ma culotte, voir si j'avais pas fait des choses. Vu que je suis très en colère contre lui et que maintenant je suis une femme libre, donc peut-être que j'avais que ça à foutre d'aller avoir des relations avec qui veut bien en avoir avec moi, quoi. Comment C'est tu vas ça. te sortir de cette situation? Il part dans la cuisine. Il va chercher un truc. Je sais pas ce que c'est. La porte, elle est fermée à clé parce qu'il a fermé derrière lui. Il a pris les clés. T'as des voisins? Ouais. Et j'habite au rez-de-chaussée. J'ai un jardin. J'ouvre la fenêtre. Je saute. J'ai le jean arraché. J'ai plus de soutif. J'ai un débardeur qui pendouille. Pas de chaussettes, pas de chaussures, rien. Pas de carte bleue, pas de téléphone. Et je saute par la fenêtre du rez-de-chaussée. Le cauchemar. Ouais. Et je cours. Et peut-être même pas 20 secondes après, il y a des voisines, 2 voisines qui étaient dans le parc qui m'ont vue, vraiment, j'ai eu l'impression qu'elles m'ont mise dans un espèce de cocon d'un coup et je suis tombée dans les pommes et je me suis réveillée dans la voiture des pompiers. J'arrive à l'hôpital. Je vois que dans ma tête, je suis complètement détruite, mais physiquement, ça va. Il m'a rien cassé. Tu dois quand même avoir des j'ai des bleus. des séquelles. Ouais, j'ai des bleus un peu à droite à gauche, mais pas quelque chose qui m'empêche de me lever, de marcher, quoi. Donc quand le médecin m'ausculte et puis ensuite me fait voir un psy, je leur dis moi c'est bon, là en fait ça va mieux, je vais rentrer chez moi. Je voulais pas rentrer chez moi, mais je voulais sortir de l'hôpital. Et on m'a dit non, vous allez pas rentrer chez vous, mademoiselle, vous allez appeler quelqu'un de proche qui va venir vous chercher parce que sinon vous sortirez pas d'ici. Ils font dans ce genre de situation. Ça m'a mise dans une colère noire. Je me suis sentie encore bloquée, alors qu'ils voulaient que mon bien, hein, mais je me suis sentie bloquée. J'avais besoin de décider que là, je décide que je pars de l'hôpital. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de dehors, j'avais besoin de réfléchir à savoir qu'est-ce que je fais maintenant. J'étais mal, mais c'est ça que j'avais envie, de sortir de l'hôpital. La scène chez toi d'agression, elle a duré combien de temps? 1 heure. Donc t'es avec la psy, t'es sortie de l'état de sidération, t'arrives à avoir les idées claires? Non. Tu penses, ouais. Non. Dès que je fais 2 phrases, je hurle de chagrin. J'arrive pas à me contrôler, mais vraiment j'avais quelque chose, une rage à l'intérieur de mon ventre, mais pas une rage qui m'aurait permise de tuer quelqu'un, une rage qui aurait permis de me faire du mal à moi-même. J'étais trop en souffrance, trop en souffrance. Pourquoi tu voulais te faire du mal à toi-même? Parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait là. Je comprenais pas pourquoi je vivais tout ça. Et en fait, ça m'a comme si je m'étais dit: «Bah, de toute façon, en fait, ma vie, c'est de la merde. Bah, peut-être que ça doit se terminer là». J'ai perdu ma mère, je me suis rapprochée énormément de lui et j'ai un peu écarté tout le reste de mon monde autour. J'avais mais je ne voyais que par lui. Donc le fait que lui fasse ça, Ton monde s'écroulait. Tout. Tu t'étais bien isolée? je m'étais pas isolée par crainte, je m'étais isolée parce que j'avais envie de passer mon temps qu'avec lui. C'était pas une demande de sa part, c'était pas, il m'a jamais dit: «Tu vois trop tes potes» ou jamais. C'est vraiment, j'avais envie d'être avec lui, j'avais envie de passer du temps avec lui. Et là, tu lui en veux à mort, à lui, à ce moment-là, ou c'est à toi que t'en veux? Je lui en veux énormément, mais je m'en veux à moi aussi beaucoup. Parce que je me dis que s'il a eu ce poids-là, c'est parce que je lui ai donné. Ah. Et comment ça se fait que quelqu'un peut être... Parce que vraiment, avant, il m'avait jamais levé la main dessus. C'est pas comme si j'avais pu comprendre des choses. Alors, on avait parfois des disputes très virulentes, parce qu'il a une grande bouche et moi aussi. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il serait capable de me faire un truc comme ça. Jamais. Même avec le recul? Non. T'as pas vu, tu te dis pas qu'il y avait des signaux en amont? Non. Le mec, il a vrillé. Il a vrillé. Qui vient te chercher au commissariat? La plus grande de mes sœurs. Ok. C'est-à-dire la plus calme. Parce que j'ai un frère et une sœur qui ont énormément de tempérament, énormément de caractère. Et je me suis dit, si c'est un des deux qui vient, ils vont commencer à appeler la mafia de je ne sais quel pays pour pouvoir retrouver ce mec-là et qu'on lui coupe les jambes. Donc je me suis dit, et c'est pas ce que je voulais. En tout cas, je voulais pas qu'on prenne de décision à ma place. Et puis je voulais pas le dire à mes amis parce que je voulais pas qu'ils me voient dans cet état-là non plus. Donc je me suis dit, bon, ma grande sœur, mais j'avais peur de lui faire du mal parce qu'on est très proches mais j'avais pas le choix. En fait, j'avais besoin de quelqu'un. C'était le pass pour que je sorte. Et comme j'avais pas de téléphone, rien du tout, ils m'ont laissé emprunter un ordinateur de l'hôpital pour que je puisse la contacter sur les réseaux. Elle est venue. T'étais pas au commissariat, t'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Et j'avais rien, pas de téléphone, pas de carte bleue, pas...
elle vient te chercher. Normalement, à ce moment-là, tu peux porter plainte. Est-ce que tu es déjà dans cet état Je ne d'esprit-là? suis pas du Ouais. tout dans cet état d'esprit-là. Je ne pense pas du tout à la plainte, au commissariat, à la police. Je ne pense pas à tout ça. Justement, je me dis, j'ai besoin de sortir, de prendre l'air et de réfléchir à ce que je veux pas, ce que j'envisage pas. Je suis un peu dans un état de c'est bloqué. Je suis bloquée. Comment va réagir ta sœur quand elle vient te chercher? Qu'est-ce que Alors, vous allez faire? elle s'effondre en larmes, clairement. Elle me demande ce qui se passe. Je lui explique en quelques mots. Elle tombe des nues, parce qu'elle l'a rencontré. Ouais. Elle comprend rien. Mais elle comprend rien sans les sentiments. Ça veut dire qu'elle me Ouais. dit, OK. Elle me dit, tu viens à la maison. Je vais essayer de dormir un peu. Je suis là, je suis à côté de toi. Demain, on va au commissariat. Je me suis mise à pleurer. On en a beaucoup parlé toute la nuit, clairement. Et elle m'a convaincue de le faire. J'y suis pas allée en voulant le faire, mais je l'ai fait. Parce qu'elle m'a donné des petites bribes qui m'ont parlé, c'est-à-dire, tu te rappelles que maman, on voulait absolument qu'elle s'en aille et qu'elle l'a jamais fait, mais on l'a poussée à le faire. Normalement, à toi, je devrais pas te dire ça. Normalement, tu devrais te dire non, ça c'est non. On sait que c'est non. Et du coup, j'ai dit oui, elle a raison. Quand bien même on aime quelqu'un de tout son cœur, parce que c'est ce que ma mère me disait quand elle Ouais. parlait de mon père. Elle l'aimait de tout son cœur. On vivait des choses trop difficiles en tant qu'enfant. Et quand j'ai grandi, elle m'a expliqué que oui, moi je le connaissais comme ça, mais en tant qu'homme, il pouvait être formidable. Et Mmh. tout ça, ma sœur, elle me l'a un peu répété. Voilà. Donc En me tu disant, vas ça doit te faire du mal, mais je suis obligée de te le dire. Quelles sont les suites de cette plainte? Ils l'interpellent et ils me disent, dans les jours à venir, on va certainement vous convoquer, ou parce qu'il y aura une date de jugement immédiat qui aura été mis en place, ou pour une confrontation. Et donc, ils me rappellent pour une confrontation. Donc là, je leur dis, OK, moi, je veux bien, sauf que je peux pas le regarder, je peux pas le voir. Et ils m'ont dit, OK, on va faire. Donc, la disposition, c'était un petit bureau, une fenêtre. Ils m'ont dit, si tu veux, tu restes de dos, tu Ouais. regardes par la fenêtre et tu réponds aux questions qu'on a à te poser. Lui sera derrière toi, accompagné de policiers. Donc, n'aie pas peur. Il est en garde à vue. Mais j'étais incapable de soutenir, dans ma tête, hein, j'étais incapable de soutenir Son regard. sa présence, tout. Est-ce que j'avais peur qu'il arrive à me regarder d'une manière en me disant j'ai trop déconné, je m'excuse et pardon, et que je laisse tout ça filer, que je lui laisse l'opportunité de régler ça à huis clos, que lui et moi. Peut-être que j'avais peur aussi, parce que je venais quand même de vivre un truc de dingue avec lui. Bien sûr. Et donc, j'étais incapable de me dire que j'allais le voir, le regarder. Et c'est ce qui va se passer, du coup, la confrontation, elle va avoir lieu dans cette configuration-là? C'est ça. Et ça n'a pas loupé. Il était derrière moi et je l'entendais dire Sam, s'il te plaît, déconne pas. Si tu vas me mettre dans la merde, il faut qu'on passe par-dessus tout ça. Je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Donc moi, je tombe en larmes, mais je plie pas. Je plie pas et je garde ma plainte. Qui va avoir pour conséquence que le lundi suivant, jugement immédiat, où je dois me présenter. Donc, il est sur le banc des accusés. Et puis en plus, quand t'es en garde à vue, t'es comme si t'étais déjà incarcéré, donc derrière une vitre. Mmh. Et là, on me demande de réexpliquer, même s'ils ont la déposition, Ouais, etc. tu dois revivre la scène. Voilà, avec lui derrière une vitre qui probablement va aller en prison. Très dur parce que pour moi, la prison, c'est pas rien. C'est enfermer quelqu'un et lui prendre je ne sais pas combien de temps de sa vie. C'est énorme. Et tu vois, là, je m'écoute parler, je me dis, putain, mais c'est encore lui. Ouais, c'est comme ça. Ouais, tu vois ma tête. Ouais, Et ouais. du coup, tu réagis. Ouais, je me dis, mais putain, c'est. C'est-à-dire que là, tu es dans la situation où il t'a agressé, Ouais. où il a failli me s'est tuer. comporté, Ouais. il t'a fait tuer, il s'est comporté comme un criminel. Mm. Toi, tu te retrouves face à lui et tu penses, je peux pas lui faire ça. Ouais, mais je le fais. Bon, au bout de même pas 10 minutes où on me pose des questions, mes jambes tremblent. C'est-à-dire que mes jambes devant le procureur sont comme ça. Je manque de tomber. Donc on me fait sortir de la salle et l'avocate qui était commis d'office pour moi m'a dit tu prends le temps que tu as besoin et on y retourne, mais il faut terminer. Donc je prends 2 minutes et puis j'y retourne. Et de là, pendant que je parle, lui intervient alors qu'il n'a pas le droit. Il s'adresse à toi encore? Il s'adresse à moi en Il y a direct. personne qui réagit, non? Bien sûr que si. Ok. Si, le procureur lui dit monsieur, on vous a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. On vous posera les questions qu'on a à vous poser, mais vous ne vous adressez pas directement à la victime. Ouais. Il en faisait fi. Hein. S'il te plaît, Sam. S'il te plaît, je te demande pardon. Limite les larmes aux yeux, limite
oublie pas tout ce qu'on a vécu tous les deux, ça peut Bien pas se sûr. terminer comme ça. Mmh. Et puis ça me bousille qu'il fasse ça. Mais j'essaye, bon gré mal gré d'aller au bout. Je vais au bout, il délibère et il prend 2 ans de prison, dont 1 ferme. Donc là, la suite pour lui, c'est d'aller directement en incarcération. Voilà. OK. Mmh. Waouh! Ouais. Attends, je souffle un coup, Ouais. merci. Ouais, ça a été l'enfer. Comment tu sors de ça? Parce que là, tu es quand même j'imagine dans une zone, psychologique plus que enfin, tu es traumatisée, Clairement. tu Bah, souffres. ma sœur m'a accompagnée au jugement. Ma sœur qui était venue me Ouais. chercher à l'hôpital est venue avec moi puisque clairement c'était la seule qui connaissait vraiment l'histoire. Ouais. Je me suis cachée du reste du monde pour ne pas qu'on me voie aussi parce que au début c'était voyant qu'on m'avait tapé dessus donc je pouvais pas voir qui que ce soit. Elle m'a gardée chez elle pendant 1 semaine et puis derrière le jugement et puis Mmh. elle m'a dit: «Par contre Sam, moi je dois travailler». Enfin, elle a des enfants aussi, des choses à faire dans sa vie. Elle avait fait les démarches pour laisser l'appartement en urgence. Dans ce genre de situation, tu as le droit, même si tu dois avoir un préavis habituellement et cetera, tu as le droit de laisser ton appartement dans ce type de situation. OK. Pour dire: «Je veux pas y retourner, je ne vais pas remettre les pieds dans cet Ouais. endroit où j'ai vécu ce que j'ai vécu», quoi. D'accord. Il y a un accompagnement psychologique? Tu es suivie après ça? Tu es prise en charge par Personne ne te le propose, hormis quand j'ai été à l'hôpital juste après ce Mmh. qu'il a fait, où le médecin dit à ma sœur: «Il va falloir derrière entreprendre un travail. Elle va pas s'en sortir comme ça toute seule». Et c'est là que ma sœur m'en parle, parce qu'elle m'en avait pas parlé à ce moment-là. D'accord. Elle me dit: «Tu sais, le médecin qu'on a vu avec la psy, voilà, ils m'ont conseillé ça et moi je pense, pour ton bien, que ce serait bien que tu ailles» alors elle a appelé ça une maison de repos pour pas me faire peur, c'est un hôpital psychiatrique clairement. OK. Sauf que dans un hôpital psychiatrique, tu as plusieurs services. Enfin, ce qu'elle me proposait, c'était un peu d'aller avec les gens qui ont vécu ce type d'histoire ou les gens qui ont fait des burn-out ou voilà, les gens qui ont besoin d'un moment de recul dans leur vie. C'est pas une prise en charge, spécifique sur ce type de violence? Non, Sur ce type d'agression? non, pas du tout. OK. Mais elle me dit en gros: «Tu plus d'appart parce que tu veux plus y Ouais. retourner. Moi, je suis pas là toute la Ouais, journée à bien la sûr. maison» et en fait, elle avait peur de me laisser seule. Je comprends. Elle s'est raccrochée à lui juste après notre mère et du coup, elle a peut-être pas forcément fait son deuil comme il fallait parce qu'elle s'est de suite raccrochée à autre chose. Là, il y a tout qui s'écroule maintenant. Ouais. Et comment elle va gérer ça, tout ça? Est-ce que même sans aller se jeter sous un train, elle va pas se donner les possibilités que ça arrive autrement? De mauvaises rencontres, Oui, de s'auto-saboter, quoi. voilà. Tu vas en Ouais, je vais séjour y à la aller. maison de repos, Ouais, entre ouais, guillemets? je vais y aller. Elle prend 3-4 jours à me convaincre, mais je vais y aller parce qu'en fait, je me dis: «Bah, elle a raison». Là même je me serais payée enfin, tu vois, une maison je ne sais pas où, loin, pendant 15 jours. J'aurais pas donné cher de ma peau, quoi. Qu'est-ce que tu vas trouver J'avais plus envie de rien de toute façon. Ouais. Voilà. Non, mais c'est clair, là, tu as tout perdu, quoi. Ouais. Comment tu vas vivre, ce séjour? Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Ou pas, d'ailleurs? Ouais, alors je vais trouver juste la paix, c'est-à-dire personne n'a le droit de me rendre visite. Il y a un espèce de temps de sevrage où on te dit: «Là, vous allez être vous et vous-même et rien d'autre». Tu es sous médoc ou pas? Ouais, on me donne des médicaments. Enfin, on me fait d'abord un diagnostic en disant: Ouais. «Bon, peut-être lui donner quelque chose juste pour qu'elle soit pas dans le down toute la journée et qu'elle ait envie de se jeter par la fenêtre, quoi». Je suis pas non plus un zombie. Tu vas rester combien de temps? 3 mois. C'est long, hein? Ouais, c'est long. OK. Je vais rester 3 mois. Il va me falloir le premier mois où en fait je suis juste contente d'être dans un monde qui n'est pas le mien, loin de tout, où je me dis que je vais pouvoir réfléchir alors que je suis complètement bloquée. En fait, je suis encore dans un état de sidération. Je n'arrive pas à savoir comment je vais me relever, si c'est mieux que je me relève ou pas. J'ai aucune idée de tout ça. Jusqu'à ce que on fasse des examens et qu'on me dise là-bas que je suis enceinte. De lui, bien évidemment. Comment tu Bah, surtout que moi, je fais de réagis? l'endométriose. Donc, en fait, moi, on m'a toujours dit de toute façon que ce serait très difficile pour moi Oh putain. de tomber enceinte. Donc, ah oui, quand la vie, elle veut, hein. Et du coup voilà, enceinte. Et de pas longtemps, mais enceinte. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu es enceinte de ton agresseur qui t'a Oui. foutu la vie en l'air, qui t'a Ouais. foutu en l'air, Ouais. qui est en prison. Mmh. Qu'est-ce que tu penses? Je veux la garder. Alors, pourquoi? Moi, déjà, pour moi, c'est une fille dans mon ventre. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est une fille dans mon ventre. Et je veux la garder. Et là, du coup, le médecin qui me traite et qui avait ma sœur pour référente la contacte en lui disant que j'ai besoin de lui parler. Je lui explique la situation
Et là, elle dit, c'est un film, c'est une blague. Elle me dit, tu te poses la question? Je dis, ouais, vraiment. Est-ce que tu sais dire pourquoi tu te posais la question? Parce que t'avais un peu imaginé que tu ne pourrais jamais avoir d'enfant et que là, c'était l'opportunité? Ou est-ce qu'il y a aussi un peu de Il y c'est avait sa de fille à ça, il lui? y avait de ça, mais il y avait aussi le fait de, en fait, toute cette histoire belle, que je croyais belle, elle va terminer belle, sans Mmh, lui. C'était une façon peut-être aussi de garder quelque chose de tout ça, je mais comprends. de beau. Et ma sœur, encore une fois, a réussi à me convaincre en me disant, là, tu t'imagines les choses comme ça parce que t'as pas encore le recul nécessaire pour te dire, pour te rendre compte de tout ce qui s'est passé, etc. Mais tu vas garder un lien à vie avec ce mec-là. Mmh. Tu peux pas faire ça. Enfin, pour toi. Elle m'a dit, après, je serai là pour te soutenir, peu importe la décision que tu prends. Si tu veux mon avis, c'est pas une bonne idée. Tu décides de pas le garder? Je décide de pas le garder, à contre-cœur, hein, vraiment. Bah ouais, Donc j'avorte pendant que je suis à à la l'hôpital. maison de repos. Oui, c'est ça, à la maison de On va repos, l'appeler voilà. comme ça. Donc on fait tout en un, c'est top. OK. Et ouais, et de là, là, le fait que j'avorte, ça a mis de la lumière sur tout. Bah, c'est à ce moment-là que je me suis réellement rendu compte de tout ce qui s'était passé. C'est ce chagrin-là qui m'a fait prendre conscience vraiment et d'ouvrir vraiment les yeux sur ce qui s'était passé. Et de là, j'ai eu un coup de pied au cul divin. Mais c'est vrai, hein, je me l'explique pas, parce que j'étais tellement au fond du trou et je savais même tellement pas comment j'allais pouvoir revivre derrière. De cet acte-là, je me suis dit, OK, je vais arrêter les médocs, je vais discuter vraiment avec les psys, je vais demander comment faire pour m'en sortir. Je vais retrouver un boulot, je vais me retrouver un appart et je vais vivre. Parce que je suis une meuf qui mérite de vivre et j'ai plein de trucs à donner à plein de gens. Je sors de l'hôpital sans plus aucune médication. Je vais vivre chez ma sœur quelques temps, le temps de trouver un boulot et de pouvoir retrouver un appart. Qui d'ailleurs, pour les femmes qui sont dans cette situation, quand tu vis ça, il y a des associations qui t'aident à retrouver un appartement. Donc là, tu étais avec une asso qui t'a aidée? Ouais. OK. J'ai fait appel à une association qui Tu m'a... te souviens comment elle s'appelle? Ouais, elle s'appelle Tremplin 94. C'est des gens super qui ne font que ça. Et ça peut être des situations qui sont complètement différentes de la mienne. Mais en tout cas, quand tu te retrouves seule, que tu as peur, que tu sais plus par où commencer, ils t'aident petit à petit. Du coup, à reprendre contact avec la vie, dans À reprendre contact avec la vie, le que ce soit quotidien. en termes administratifs, que ce soit en termes de sentiments, que ce soit pour être suivi par une ou un psy. OK. Voilà, on t'aide selon tes besoins, on t'écoute et on essaye de t'aider, quoi. Donc moi, là, ce qu'il me fallait, c'était un appartement rapidement, parce que j'allais pas vivre à droite à gauche ad vitam aeternam. Donc Ils t'ont aidé à trouver un appart. une fois que j'ai trouvé un boulot, ils m'ont trouvé un appart dans les 2-3 mois qui ont suivi. OK. Ouais. Tu te réinstalles? Je me réinstalle, j'ai plus rien parce que forcément de mon ancien appart, tout était cassé, démoli. Donc j'ai rien récupéré, j'ai recommencé à zéro. À zéro. Ouais, à zéro. Donc je dormais par terre avec des petites couvertures, j'avais pas de télé, j'avais rien, hein. Mais j'étais bien. Comment s'annonce cette nouvelle vie? Je visite cet appartement, j'ai un coup de cœur pour cet appart. OK. Et je dis à la gardienne, s'il vous plaît, gardez-le pour moi, celui-là, parce qu'on était 3 sur le truc. Tu restes au même endroit, dans la même ville? Non. Tu pars? Ouais. Ouais. Je suis plus dans la même OK. ville. Je suis dans le même département, OK. mais à l'opposé de la OK. ville où j'ai grandi, où on a vécu ensemble ou quoi. Est-ce que ton envie d'enfant est toujours là? Elle est loin, 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 loin. OK. Elle est loin, et puis en plus, je me suis aussi fait une idée de me dire, parce que comme je crois aussi un petit peu aux choses qui nous dépassent, je me dis, bon, j'ai quand même avorté. Il est fort probable que j'ai pas cette chance de nouveau. Ça, quand je l'ai fait, dans ma tête, c'était aussi ça qu'il fallait que je me dise, que j'ai eu la chance une fois, elle va peut-être pas se représenter vu ce dont je souffre déjà. Et que le temps passe et que l'endométriose, plus tu prends en âge, plus il y a de risques que tu aies besoin de te faire aider médicalement ou quoi pour pouvoir enfanter, si ça fonctionne. Combien de temps tu vas vivre ce moment de renaissance, de renouveau, de recontact avec la vie? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je crois qu'à un moment, il va y avoir un nouveau rebondissement, on va ouais, dire. tout à fait. Même si c'est pas le terme, j'aime pas ce terme, Ouais, mais nouvel aléa, vas-y. c'est ça. C'est ça. Du coup, donc j'ai un nouvel appartement. Je fais fi vraiment. Bon, j'en ai évidemment beaucoup parlé quand j'étais à l'hôpital, Mmh. mais une fois que je suis dans cet appartement, je pleure pas sur mon sort. Je me dis, ok, t'es là, t'es vachement forte parce que voilà, t'as fait 3 mois d'hôpital et puis tu t'es bougé le cul, t'as trouvé un boulot, t'as un nouvel appart. Let's go, quoi. On y va.
C'était un boulot pour manger parce que ça m'intéressait pas du tout ce que je faisais, mais il m'en fallait un pour que la part suive. Je vais me poser sur ce que j'ai réellement envie de faire de ma vie. Je vais prendre le temps de faire ce que j'aime dans la vie. Et moi, je suis chanteuse, musicienne, donc j'ai monté un groupe, j'ai fait plein de scènes, j'ai bougé partout, j'ai uni des gens dans les mariages en chantant pour eux. Enfin voilà, c'était une super période de ma vie. Très difficile avec les hommes de toute façon. J'avais un mec de temps en temps, de soirée. Je les rencontrais en soirée. Ok. J'aimais beaucoup sortir le week-end, faire la fête, danser avec mes potes. Je cherchais pas forcément un mec, mais quand il y en avait un qui se présentait, qui me plaisait bien, je me laissais sans pour autant me dire que ça irait plus loin que ça. Ok. De toute façon, c'était dans ma tête, il y avait des cases qui faisaient que c'est pour ça. Cette case-là, elle est la case de on peut envisager quelque chose de long. Elle était plus là. Et et le fameux rebondissement, il y a des on-dit autour de moi qui disent oui, voilà. T'as eu des nouvelles de lui depuis qu'il est sorti de prison, etc. Je dis non, jamais, et j'ai jamais voulu en avoir. Et voilà, ouais, lui, il pense toujours à toi, il parle toujours beaucoup de toi autour de lui, etc. Je dis ouais, c'est bien, sauf que moi, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais c'est là, c'est dans ma tête. Et comme j'avais changé de numéro depuis longtemps, et j'avais plus les mêmes noms sur les réseaux, etc., il a réussi à me recontacter au bout de 8 ans. 8 ans, c'est-à-dire depuis le moment de Depuis l'agression. le moment de l'agression. 8 ans plus tard, il te 8 ans plus recontacte. tard, il me recontacte. Est-ce qu'il y avait eu, au-delà des 2 ans de prison, dont un ferme, il y avait eu d'autres... Une mise à l'épreuve, Ouais. une mise à l'épreuve sur 2 ans de ni prendre contact avec moi, ni de m'approcher, bien évidemment, ouais. Ok. 8 ans plus tard, il te recontacte. 8 ans plus tard, ouais. Sur un réseau, Il t'approche comment? avec le nom de quelqu'un d'autre. En se faisant passer pour quelqu'un d'autre? Enfin, juste pour que je puisse Ah oui, prendre contact avec lui. Bien sûr, ça aurait été son nom. t'aurais bloqué. J'aurais bloqué de suite. Il arrive à me parler et il me fait un roman à l'écrit, en me disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps qui est passé, qu'il s'en voudra toute sa vie de ce qu'il m'a fait, mais qu'il a beaucoup travaillé sur lui, qu'il a réfléchi et sans, bien sûr, songer à ce que quelque chose puisse se repasser entre nous, il avait besoin de me voir pour me demander pardon et pour peut-être essayer d'expliquer une situation. J'ai dit non, mais l'info, elle était là. Il avait semé la graine. Il avait semé la graine. Incroyable. Même moi, quand j'en reparle encore, je me dis, mais de toute façon, il a laissé quelque chose chez moi et c'est comme ça, quoi. Bref. Et voilà, du coup, je dis non. Je lui dis que si c'est mon pardon qu'il veut, il l'a, que je le pardonne. Que si ça peut lui permettre d'avancer, je le pardonne. Parce qu'il a fallu que je le fasse pour que moi, j'avance déjà. Donc, je lui donne, mais pas plus. Pas autre chose. Il insiste? Il insiste. Il insiste beaucoup, mais il insiste pas comme quelqu'un qui te fait peur. Il insiste comme quelqu'un qui t'envoie des choses de temps en temps, avec toujours le bon mot. Mais moi, quand je te dis ça là maintenant, quand il me l'écrivait, je me disais pas ah bah il a trouvé le bon mot. Ça me Bien touchait sûr. vraiment beaucoup. Bien sûr. Et parce qu'aussi peut-être que inconsciemment, j'avais toujours au fond de moi l'espoir qu'un jour quelqu'un me dise l'amour que tu avais pour lui, tu l'as pas inventé. Tout ça, c'est pas de ta faute du tout. J'avais peut-être besoin qu'un jour quelqu'un, que lui vienne me dire c'est moi qui ai merdé de A à Z. Bien sûr que c'est pas toi où je me suis imaginé que tu avais quelqu'un d'autre ou machin ou truc. C'est vraiment juste moi qui ai déconné parce que je ne voulais pas te perdre. Et c'est lui qui t'a dit ça? C'est lui qui t'a dit tout ça? Et du coup, je décide de OK, on se voit. On se voit dans un autre, dans un endroit neutre. Avec pour objectif de discuter, d'entendre ce qu'il a à me dire. Pas du tout dans un délire de on va reprendre une histoire. Du tout. Mais je dis ça et en même temps, dès que tu te dis j'y vais, vu la personne. t'as encore remis un truc dans la machine, dans l'engrenage, quoi. T'as remis une pièce. Ouais. Qu'est-ce que tu penses quand tu le vois pendant cet entretien? Je pense qu'il a changé. Non, en fait, je revois la personne que j'ai revue au tout début. Ouais. Au tout début de votre histoire. Ouais. Et je me suis mise à pleurer parce que je lui ai dit, mais tu vois, là, comme tu es là, tu n'étais pas cette personne quand tu es rentrée chez moi. Et lui, il répond quoi à ça? Il me répond, oui, je sais. Mais il me dit, tu m'as fait péter un câble, je ne savais même plus. Il m'a dit, je voulais pas que tu t'en ailles. Je voulais pas que tu t'en ailles. Et en fait, au lieu de te parler, au lieu de te demander pardon par terre, j'ai trouvé que ça. Et il me dit, je me le pardonnerai jamais. Et je suis désolée pour tout ce que tu as dû vivre. Mais je suis pas cette personne. Tu sais que je suis pas cette personne. Je dis, ouais, maintenant, moi, je sais plus rien, quoi. Et de fil en aiguille, on va rester en contact.
On va se voir de temps en temps, aller boire un verre à droite à gauche, jusqu'à ce que ça reprenne. Ouais, ça reprend. Et moi, je me sens très forte à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est moi qui mène la danse. J'ai l'impression que c'est moi un peu, c'est moi qui ai décidé que c'est OK, qu'on se revoit, etc. Et puis je lui montre que je suis quelqu'un de beaucoup plus détaché maintenant, que j'ai besoin de personne pour vivre. Peut-être une petite revanche aussi. Pas de lui faire du mal à lui, mais de lui montrer que T'es plus aussi dépendante de lui. je suis plus du tout dépendante de lui et j'ai repris une vie dans laquelle je suis heureuse, dans laquelle je fais plein de choses, dans laquelle je m'épanouis et lui montrer que parce que lui sait ce qui s'est passé entre nous et lui montrer que ouais, je me suis relevée de tout ça et dignement et que je suis heureuse aujourd'hui, etc. Comment il se comporte, lui, dans la relation à ce moment-là? Est-ce qu'il est redevenu le petit agneau du début? Oui. Il y a plus aucun, tu vois aucun signe à ce moment-là? Que Rien. dalle, carrément, il me prend il me prend des fois des quarts d'heure d'affilée dans ses bras en respirant comme si ça faisait, bah oui, autant de temps qu'on s'était pas vu, genre qu'il en avait eu besoin depuis longtemps et que là ça arrive et que il était aux petits soins avec moi, vraiment à l'écoute de la moindre envie que j'ai, de me faire plaisir, de m'écouter, de pas en faire trop, pas assez, voilà quoi. Comment le prend ton entourage, ta Je le sœur? dis pas. Ok. Et c'est là où je me dis que au fond de moi, je devais quand même savoir un petit peu que c'était pas bien ce que je faisais. Que c'était pas bien Enfin, pour que toi. c'était pas bien pour moi. En gros, je savais très bien qu'on allait me dire t'es complètement taré. Ok, il y a 8 ans qui se sont écoulés. Ok, il revient sous ce jour-là, mais tu peux pas faire ça. T'as pas oublié quand même. Enfin voilà, je savais qu'on allait me dire mais je voulais le faire, donc je pouvais pas en même temps en parler autour de moi parce que je me suis dit de suite tout le monde va s'inquiéter. Et je voulais pas qu'on s'inquiète pour moi parce que je voyais pas du tout. Enfin, il y avait pas de quoi s'inquiéter pour moi. Ça veut quand même dire que ton cerveau, il a complètement évacué l'image du monstre pour Ouais. ne garder que celle de l'agneau. Mais ça, en plus, ça s'est fait vraiment comme un truc que t'effaces, tu mets dans la corbeille et tu. Bon, après, il y a eu le temps. Il y a eu énormément de temps, mais quand bien même, quelqu'un qui t'a Ouais, fait quand bien autant de même, c'est un mal. trauma, quoi. Ouais, je l'ai mis de côté, vraiment. Je l'ai effacé. Et vous reprenez une relation normale? Normal, non. Comme des gens qui réapprennent à se connaître. C'est une nouvelle histoire qui commence. Mm. Et tout Ouais. va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc, alors moi, pendant ce temps-là, je suis en démarche de FIV. Et cette envie d'enfant qui est revenue. C'est ça. Et je Et me tu dis, t'en là, peux. maintenant, je peux me permettre. Entre guillemets, quoi. J'ai la force, je peux me lancer dans cette aventure, j'en ai envie, et même seule, et on y va, quoi. Je lui en parle à lui, de ça. Et je lui dis, bah, en fait, au bout d'un an, on s'est revus, et je lui dis, bah, ce serait peut-être bien que je mette ton nom, en fait, sur les spermogrammes, parce que là, je suis en train de chercher un donneur qui ne vaut rien dans ma vie, que je connais pas, qui vient de nulle part, et toi, on est ensemble actuellement, donc peut-être que ce serait bien que ce soit toi, le géniteur. Vous aviez une vie sexuelle. Ouais. Mais pour moi, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas 2 fois que je tombe enceinte. Ok. Naturellement, je parle. Ok. D'autant Compris. plus tard. Ouais, compris. Tu vois? Ouais. Donc Ah ouais, donc là, tu lui proposes carrément de devenir le géniteur c'est ça. de ton enfant. Ouais. Et il me dit, comme tu dis, on avait des rapports sexuels, donc il me dit: «Bah, laissons les choses se faire», et je lui dis: «Non, mais moi, je sais que là, les choses, je peux pas les laisser faire toute seule. Ça va être encore plus difficile qu'avant, et du coup, je veux pas laisser faire. Alors, ou tu fais partie de l'histoire, ou je continue ma demande Avec de un FIV, donneur avec un anonyme. donneur, et puis, bah, il y a un moment donné, du coup, bah, ça va plus matcher, quoi. Parce que on est ensemble, je vais avoir un enfant qui n'est pas de toi, mais on était ensemble au même moment. Enfin, ça devenait un petit peu Donc là, tu compliqué. projettes d'élever l'enfant avec lui. Complètement. Ah oui, oui, Ok, toi, complètement. t'es reparti, quoi. Je suis repartie parce que la seconde chance, parce que la façon dont il est revenu, etc. Et puis je l'ai énormément aimé. Faut pas oublier que moi, en fait, je pars d'un truc où j'ai un monstre qui est rentré chez moi, qui n'était pas le mec avec qui Ouais, je t'as vivais une histoire. dissocié, t'as complètement dissocié les deux personnages. Oui, exactement. Ok. Je les ai dissociés complètement. Ok. Donc il me dit bah bon bah ok, bah je mettrai mon nom sur les spermogrammes et tout. Noël arrive, je tombe enceinte, sans FIV. De lui. Ouais, je tombe enceinte. J'y crois pas. Je fais 4-5 tests de grossesse, dont 2 négatifs au début et 3 positifs. Je vais à l'hôpital et on me dit effectivement vous êtes enceinte. Bah là, je suis aux anges. Je lui dis que je suis enceinte. Il est trop content. Enfin voilà, c'est le truc super génial.
il est aux anges, etc. Puis moi, je suis sûre que c'est une fille, encore une fois. Et il me dit, en plus, moi, j'ai eu que des garçons, une petite fille et tout. J'aimerais trop. Et puis, il s'occupe de ses enfants, de son union il d'avant. est très proche d'eux. Ok. Très, très proche d'eux. Il est président d'une association de foot. Donc, ses enfants viennent jouer avec lui, les coachs sportifs, avec des jeunes garçons. Je décide de garder l'enfant. Et un mois plus tard, on me contacte pour me dire qu'il est de nouveau en garde à vue pour une histoire de moteur volé, de voiture transférée d'Allemagne en France. Enfin, je comprends pas, mais il est mêlé à une affaire. Tu tombes des nues encore? Ouais, parce que je me dis, bon, attends, le mec, là, il sait qu'en plus, moi, je suis dans une démarche machin. Enfin, tes conneries, tu arrêtes, quoi. Tu peux pas être un papa et un gangster en même temps et que tout ça fonctionne ensemble. Donc, il va en prison. Ah, putain. Ouais, il va en prison. Et je passe ma grossesse sans lui. Ok. Je me dirai plus tard que il y a rien pour rien. Très bizarrement, alors je l'ai suivi, c'est-à-dire que j'ai pas mis mes pieds en prison, j'ai pas fait un seul parloir parce qu'il était hors de question que je vive ça avec un bébé dans le ventre. T'avais pas envie? Non. D'accord. Même pour l'énergie, pour les sensations, c'était non. Ok. Mais je lui écrivais et je l'avais au téléphone de temps en temps. Je lui expliquais un peu comment ma grossesse évoluait, etc. J'ai failli la perdre plein de fois. J'ai été hospitalisée parce que j'avais un trou béant dans l'utérus et qu'on m'a dit qu'elle tiendrait pas. Et elle a tenu. Incroyable. Mais j'ai pensé vraiment qu'elle tiendrait pas. Et du coup, je lui expliquais étape par étape ce qui se passait. Et en même temps, j'étais très heureuse de vivre avec mon bébé comme ça. Et en même temps, avec un peu de chagrin qu'il soit là où il est. Parce qu'elle est encore une fois, il y a un vrai truc qui se présente et puis tu fais de la merde et t'es pas là. Mais tu t'imaginais quand même qu'il allait sortir de prison et que vous alliez former famille ensemble après? Ouais, je me suis dit que, je sais pas, avec ce qu'il vient de vivre, je me suis dit, il va rentrer, la première chose qu'il aura envie de faire, c'est de voir son enfant et de vivre un bête de trucs ensemble, de là où on est parti, quoi. De là où on part. De là, maintenant, il y a tout à faire en bien. Il y a tout à faire dans le bonheur. Mais ça s'est pas passé comme ça. Tu vas accoucher toute seule? Je vais accoucher toute seule, ouais. Ça se passe bien, l'accouchement? Pas du tout. Pas du tout. Mon col veut pas s'ouvrir. Je reste 14 heures. Mon col veut pas s'ouvrir. Et à un moment donné, il y a 14 personnes qui rentrent dans la salle en même temps, en me disant code rouge, césarienne. Ok. Je faisais une hémorragie et le bébé était en insuffisance respiratoire. Ok. Mais ça se passe pas bien. Non, ça se passe pas bien. Mais elle arrive. Elle c'est une petite fille. Et c'est une petite fille. Et je le savais. Et elle arrive. Et de là, tout a changé. Tout a changé. C'est difficile à expliquer. Bon, il y a plein de mamans qui t'écoutent, je suis sûre, donc ils vont comprendre de quoi je parle. Mais vraiment, elle a redonné un sens à ma vie. Elle a redonné un sens à tout ce à quoi je croyais et que j'avais peut-être un peu perdu la foi. Aujourd'hui, je sais ce que je veux lui montrer du monde. Je sais ce qu'elle va en voir, mais je sais ce que je veux lui montrer. Je sais ce que je veux lui donner pour qu'elle puisse l'affronter et vivre pleinement les choses du mieux possible. Ta vie change. Ma vie change. Ton bébé change toute ta perspective, toute ta vision. Ouais. Tu continues à être en contact avec lui en prison? Ouais. En fait, il sort au bout de 6 mois, au bout de 7 mois de vie de ma fille. De votre fille? De notre fille, ouais, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Il la rencontre? Comment ça se passe? Il revient, mais il revient chez moi, dans mon nouvel appartement, celui que j'ai trouvé après ne plus pouvoir rentrer dans celui dans lequel on m'avait laissé 8 ans avant. Donc ça me fait bizarre, parce qu'il y a quelque chose qui me revient. Je me dis, cet appartement-là, ça a été un renouveau pour moi à cause de cette histoire. Cette histoire, c'est lui. Enfin, voilà. Mais je me dis, les choses ont changé, donc, mais ça me fait quand même un truc. Les jours, ça a duré 1 mois. Hein. Les jours passent et il me reproche énormément de choses. Il me reproche de ne pas être assez disponible pour lui. Il me reproche de ne vivre qu'autour d'elle. Voilà. Il me reproche beaucoup de choses. Et puis quand je m'énerve et que je lui dis mais il faut vraiment qu'il se rende compte quand même de ce qu'il dit, il me dit ouais mais tu sais pour moi c'est pas facile. Là je suis restée presque 1 an enfermée. J'ai du mal à retrouver des repères. Et je dis ouais mais ça c'est pas mon problème en fait. Je lui dis moi j'ai passé une grossesse toute seule, j'ai accouché toute seule. C'est un bébé là qui est en face de toi, le tien. Donc en fait tout ça là je m'en tape complètement. Et là t'as des réminiscences,
De suite. Je me dis, Là, il y a quand même le personnage numéro 2 bah ouais, qui revient quand qui même. revient. Et là, je me dis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce qu'elle est là et que il est hors de question que ça crie dans la maison. Il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit dans cette maison d'ordre violent, même que ce soit verbal. Ça va arriver, ça? Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Mais ça va arriver et puis je vais tout de suite prendre les mesures qu'il faut pour que ça n'arrive pas plus. Donc, il pète de nouveau un boulon? Il pète de nouveau un boulon sans me toucher, sans même me faire croire qu'il va me toucher. Mais il pète un boulon dans les propos, dans le ton. Je suis pas capable de m'occuper d'un homme et d'un enfant en même temps, que je ne vois que par elle et qu'en fait je l'ai mis complètement, enfin voilà, je le traite comme si il n'existait pas quoi. Alors, je suis pas très douée en profil psychologique, je suis pas spécialisée, mais on coche quand même toutes les cases du gros manipulateur qui essaie toujours d'appuyer là où ça fait mal. Ouais, c'est ça. Sauf que toi, là, tu le vois quand même avec ses gros sabots et que qu'est-ce que tu fais? Tu te casses? Comment ça se passe? Les premières embrouilles comme ça, où le ton est un peu monté, je suis partie de la maison avec ma fille, faire un tour pour que les choses se calment, etc. Et puis à la fin du mois qu'il a passé à la maison, un matin, il s'énerve très fort. Mais il l'avait déjà fait auparavant. Mais là, cette fois, il s'énerve vraiment très fort. Ou il me menace presque. Il faut que j'arrête de le provoquer. Je suis tellement heureuse, j'ai tellement de bonheur que je le provoque en fait, presque en lui disant mais en fait, monde descend, j'ai plus besoin de toi, j'ai pas besoin de toi. C'est ce qu'il a. D'accord. Alors que moi, je l'ai vraiment accueilli en mode bon ça y est, t'as encore fait une connerie, je me suis retrouvée toute seule, on met ça de côté. Là, il y a une sublime petite fille qui arrive au monde et à qui on doit que donner du kiff et du bonheur. Donc allons-y quoi. Et ça, même ça, t'as pas réussi à le prendre et à t'envoler avec quoi, à kiffer quoi. Et du coup, un matin où vraiment il a commencé à crier très fort et tout, j'avais ma fille dans les bras, au lit, j'ai mis mon téléphone sur enregistrement, sous la couette, pour écouter tout ce qu'il avait à dire, pour que ce soit enregistré. J'ai eu peur. Il est parti se recoucher comme si de rien n'était. J'ai fait un sac pour ma fille, un sac pour moi, je suis partie. Tu quittes de nouveau ton appartement? Je quitte mon appart. Dans lequel tu l'avais accueilli? Ouais, je quitte mon appart. Je fais 10 minutes de marche, je vais m'asseoir pas loin dans un parc dans ma ville. Je pleure, j'ai mon bébé dans le porte-bébé, je pleure et une voiture de police passe. Mais vraiment le hasard. Une voiture de police municipale passe et me voit avec 2 sacs, un bébé en larmes. Ça va, mademoiselle? Oui, ça va. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Je dis, voilà, j'étais avec mon conjoint, il a hurlé dessus. J'ai eu peur pour ma petite, même si je sais qu'il lui aurait jamais fait de mal à elle. Je peux pas après. Là, je pouvais plus prévenir, être sûre de quoi que ce soit. Donc, bon, ok. Donc, et il y avait un CCAS juste à côté. C'est quoi un CCAS? En fait, c'est un centre d'accueil pour les familles en difficulté. D'accord. Que ce soit social ou autre. Et on m'accompagne boire un café dans ce centre en me disant voilà, posez-vous, calmez-vous, on va réfléchir à ce que vous pouvez faire ou pas. Et ils appellent la psychologue du commissariat qui vient dans ce centre me voir, me parler. Je lui explique la situation. Et avec tout l'historique? Tout l'historique, en vraiment raccourci. Ouais. Et elle me dit il faut porter plainte. De nouveau? Ouais. Et je lui dis là, c'est pas pour le protéger, hein. C'est juste que j'ai pas envie de retourner dans ces trucs-là et tout. Et elle me dit ouais, mais tu peux pas laisser un mec comme ça dans la nature. C'est ça. Elle me dit, c'est ça qu'elle me dit. Et puis elle me dit, elle garde ma fille avec elle. Je descends, je vais fumer une cigarette. Je remonte et je dis ok, on y va. Je porte plainte. C'était il y a combien de temps ça, Samia? C'était au mois de mai. Qu'est-ce qui est décidé contre lui une fois que tu as porté plainte? Est-ce qu'il retourne en prison? Non, donc ils vont le chercher. Ils vont le chercher chez moi. Chez toi? Ils vont le chercher chez moi. Dans la journée? Dans les 2 heures qui ont suivi la plainte. Parce qu'ils m'ont demandé, et là, il est où, vous savez? Je dis, je pense qu'il est toujours chez moi, ou il est peut-être sorti, mais en tout cas, j'en suis sortie, il y était, quoi. Ouais. Puis il était très tôt le matin. Donc ils vont le chercher. Quand ils vont le chercher, je le sais parce que moi, je suis dans un bureau dans le commissariat et je l'entends hurler en disant mais ça va pas recommencer, on s'est juste disputé, etc., etc., etc. On peut se parler, on n'a pas besoin de la justice en permanence pour se parler. Et là, je dis mais il est à côté, il est complètement à côté le mec, quoi. Le problème, c'est que tu te dis soit il est complètement à côté de la plaque et il est pas conscient de ce qui se passe, mais vu ce qu'il avait déjà vécu
les années de prison qu'il avait faites, en fait, tu te dis, soit il est complètement à côté de la plaque, soit il est très conscient de ce qu'il fait quand même. Ben ouais, Parce que depuis le début... moi, les questions que je me suis posées, c'est putain, faut en vouloir pour revenir voir, parce que c'est quelqu'un, il n'est pas que ça, mais c'est quelqu'un de très beau. Dans les codes de Madame n'importe qui, je pense qu'on le Physiquement, tu veux trouverait, dire? oui, Ouais. on le trouverait charmant. Voilà. C'est pas étonnant vu ce que on n'a pas parlé de à quoi il ressemble, mais c'est Ouais. vrai que c'est pas étonnant. Enfin, Ouais, il y a une emprise ouais, je pense que certaine. n'importe qui le Ouais, trouverait, même si c'est pas forcément tes ton goûts, type, ouais. mais n'importe qui dirait oui, c'est un bel homme, c'est un beau garçon, voilà quoi. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'au bout de 8 ans, pourquoi t'es revenu me chercher? Des nanas, il aurait pu en avoir plein. La preuve, il en avait une pendant 8 mois pendant qu'il était avec moi. Enfin, je veux dire, ça aurait pu recommencer ça jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Pourquoi t'es revenu me chercher au bout de tant de temps? Et moi, pour moi, il ne pouvait que s'agir de je me D'amour. rends compte que j'ai merdé et que D'amour. je l'aime. Ouais. Voilà. Or, je pense que non, il n'y a pas que ça là. Aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce que tu es protégée? Est-ce que Aujourd'hui, je suis tu... protégée, c'est-à-dire qu'il n'est pas retourné en prison parce qu'il n'y a pas eu violence à proprement parler, Ouais. physique ou Ouais. quoi. On lui a demandé de gentiment sortir de chez moi, de se trouver son chez lui. Il a une injonction, c'est-à-dire que moi, j'ai un papier officiel qui dit que il n'a pas le droit ni de s'approcher de moi, ni de venir dans ma ville, ni de venir en bas de chez moi. Enfin, il n'a rien à faire dans mon secteur. Voilà, c'est tout. OK. Jusqu'au jugement. Un jugement qui doit avoir lieu au mois de novembre. OK, qui décidera de quoi? Qui décidera de... il n'a pas reconnu ma fille. J'espère qu'il va continuer dans ce chemin-là. Comme ça m'évitera d'avoir besoin de saisir le juge des affaires familiales pour pouvoir... parce que je voudrais pas... dans ce cas de figure-là, c'est pas que je veux pas qu'elle... C'est que je me demande ce qui va lui mettre dans la tête tel qu'il est là. De toute façon, ce mec est un danger. Pas du tout de suivi. Lui, il est suivi psychologiquement, il est Non, encadré. et je leur ai dit ça, et c'est ce que je vais demander au jugement. C'est le truc que je vais demander au jugement. C'est qu'il soit suivi psychologiquement. On peut pas laisser... Et je lui l'ai dit à lui aussi. Samia, effectivement, je suis pas habituée à ce genre de témoignage. Je suis évidemment très touchée par tout ce que tu m'as raconté, par la force de ta personnalité, ta voix aussi qui est très singulière. On entend plein de choses dedans. Je suis très touchée par la force que tu as aujourd'hui de venir me Merci raconter beaucoup. ça, par ta résilience, par ta force de vivre en fait aujourd'hui pour toi et pour ta fille. Parce qu'il faut le dire, ça quand même, je suis heureuse aujourd'hui. Hein. Ouais. Je suis très J'espère heureuse. Hein. surtout qu'il remettra jamais les pieds à côté de chez toi. Et j'espère aussi que le travail psychologique que tu auras fait toi fait que si jamais il redéboule, c'est c'est un no-go. C'est plus un red flag. Voilà, non, mais c'est même pas un red flag. C'est genre no way, quoi. Ouais, c'est même pas la Je peine. te souhaite aussi de trouver un amour sain, doux et paisible qui te porte, qui soit épanouissant. Est-ce que tu sais me dire, Samia, pourquoi tu avais envie de raconter cette histoire aujourd'hui dans Crush? Ouais, en fait, je suis tombée un petit peu par hasard sur ton podcast où effectivement, j'ai pas entendu des histoires qui ressemblaient à la mienne, mais ça m'a parlé. Je me suis dit que ça pouvait peut-être faire tilt à des femmes qu'on peut aimer de tout son cœur. On peut essayer de vous pardonner beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il faut pas laisser passer. Il y a des choses pour soi-même c'est pas de l'amour. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas de l'amour. Quelqu'un qui se permet de te défoncer la tête, de prendre le risque de te tuer, de revenir et d'être méchant avec toi, comme si tu le méritais quelque part, comme si c'était à toi de te poser des questions. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et j'ai eu de la chance, moi, dans mon histoire difficile. Bah, t'as eu de la chance, enfin, t'as eu des sursauts en fait de prise de conscience et de survie en fait. Oui, c'est T'as ça. été bien entourée aussi, je pense, avec ta sœur qui a été hyper présente. J'imagine tes amis Oui, aussi. Ça me fait penser à une chanson de ce que tu dis, c'est pas de l'amour, la chanson de Clara Luciani qui s'appelle le cœur. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est l'amour ne cogne que le cœur et ne croit jamais personne qui te dira le contraire. C'est vrai. C'est ça. C'est la C'est vérité. exactement ça. Et il faut que toutes les nanas qui passent par là ou qui, même de très loin, il faut pas qu'elles se disent que... Enfin, il n'y a pas de fatalité, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Quelqu'un qui t'aime t'aidera toujours. Quelqu'un qui t'aime te soutiendra. Quelqu'un qui t'aime ne passera jamais par là pour te le montrer. Là, il faut jamais, jamais, jamais laisser passer des choses comme ça, jamais. Oui, un autre truc que je me dis aussi, c'est que je comprends pas comment le mec
a encore la possibilité de te recontacter d'une façon ou d'une autre. En fait, le mec peut revenir dans ta vie. Et Il est pas mort et moi non plus. Donc, non, mais même au-delà de ça, tu vois, dans quelle mesure tu n'as pas besoin et tu ne mérites pas d'être protégé, enfin, c'est même pas du mérite, dans quelle mesure tu n'as pas besoin d'être protégé à 100% de ce mec dans ta vie jusqu'à la fin de tes jours et de celle de ta fille. Ouais, malheureusement, ça, c'est un sujet qui est long. Il y a des gens qui en ont encore plus besoin dans leur situation de protection et qui ne l'ont pas parce qu'on manque de tout partout. On manque, même pour te faire soigner, hein, psychologiquement, c'est la croix et la bannière pour avoir un rendez-vous. Hein. Sauf si t'es pété de thunes et que tu peux te permettre de prendre une nana ou un mec à 80 balles la séance par semaine. Mais sinon, c'est très, très compliqué. Donc, tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et des femmes qui travaillent, qui ont lancé Tremplin 94, dont je te parlais tout à l'heure, qui font avancer les choses graves. Mais il y en a toujours pas assez. Et puis, il faut savoir taper aux bonnes portes, quoi. Mais il y en a. Je mettrai en note de l'épisode les numéros de téléphone qu'on peut appeler aussi, les lignes téléphoniques à dispo 24/24. Je mettrai les coordonnées de Tremplin 94. J'imagine qu'il y en a dans les autres départements et partout en France. Je me renseignerai sur les dispositifs. Je n'ai jamais été confrontée, moi, à ce genre de situation, ni personnellement, ni avec des amis autour de moi. Donc, je ferai ce travail-là. Merci, Samia, d'être venue me raconter. De m'avoir accueillie, c'était trop cool. Et ça m'a fait du bien d'en parler. J'espère. Ouais. J'espère. Et j'espère que ça parlera, comme tu dis, à toutes ces femmes qui peuvent se retrouver dans cette situation. Encore merci. Et j'espère que tu vas trouver l'amour, moi. Waouh, je l'ai trouvé, hein. Ah, c'est pas vrai. Mais si, bien sûr. Mais je suis trop bien avec ma fille. T'as raison. On n'a pas forcément besoin d'un mec dans notre vie. Mais non, pas du tout. Moi, tu sais, j'ai vu Maléfique, le film Maléfique de Disney, là, avec Angelina Jolie, qui en fait reprend l'histoire de La Belle au Bois dormant, sauf qu'en fait, le véritable amour dans cette histoire, c'est la maman qui réussit, en fin de compte, à réveiller l'enfant dont elle s'est occupée. Donc, moi, c'est tout à fait ce que j'ai. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna... This holiday season, when you can't be there, let 1-800-Flowers.com deliver. At 1-800-Flowers, every gift is crafted with care and designed to make spirits bright. From classic holiday bouquets and unique one-of-a-kind designs to gift bundles you can't find anywhere else, 1-800-Flowers makes it easy to stay connected, no matter the distance. Just a few clicks and your thoughtful gift is on its way. Visit 1-800-Flowers.com/ACAST to deliver joy, beauty, and celebration this holiday season.